Bonjour, madame, messieurs. On est le vendredi 25 mai. Ici Jean-Numa Goudou. Il est 7h05. Nous sommes sur Facebook, là pour l'instant. Et on attend d'être en onde sur Radio Centre-Ville, le 102.3 FM. Un petit souci technique pour débuter ça, mais ça va venir. En attendant, nous sommes sur Facebook et nous serons en différé sur WhatsApp et YouTube un peu plus tard à cette émission. Nos nouvelles apportées par intexto.ca. Bonjour Jean-Étienne. Bonjour Jean-Numa et bonjour à tout le monde. Bienvenue à cette émission. Alors, qu'est-ce qu'on aura On va parler de la loi 998. Ah ici. Ben oui, c'est une loi déposée par le PQ depuis l'année passée et qui, semble-t-il, a été tablettée par le gouvernement libéral. Et on aura la réaction de plusieurs partis, non seulement du PQ, de Québec solidaire, du Parti libéral, sauf la CAQ de François Legault qui a refusé de nous parler à ce sujet. On parlera aussi de transport à Rivière-des-Prairies. Oui, transport avec Nathalie Pierre-Antoine, qui est une Haïtienne qui est conseillère dans cet arrondissement et qui a travaillé beaucoup pour l'amélioration du transport en commun et elle a obtenu finalement de la STM une nouvelle ligne qui entrera en fonction bientôt. Cet automne, le 27 août, en fait, à Rivière-des-Prairies. Elle plaide en faveur d'un métro maintenant à Rivière-des-Prairies et elle parle aussi de la navette fluviale, un projet de la mairesse Chantal Rouleau. On va vous parler de ça. En Haïti, on parlera de contrebande, Jean-Numa. De contrebande, 13 à 15 camions saisis. On n'a arrêté aucun chauffeur et les autorités se demandent mais à qui appartiennent ces camions-là. Et on parlera de ramassage d'ordures à Port-au-Prince. 18 camions pour la mairie, dont 13 compressifs pour ramasser toutes les ordures. La guerre aux immondices est lancée à Port-au-Prince. Et on parlera de reconstruction de Port-au-Prince par la Chine, un projet qui est là. Le maire Yuri Chevry a parlé de ça. On va discuter de tout ça. On reviendra justement sur encore le prix de l'essence à la pompe. Le prix de l'essence à la pompe, réaction de Michel Soukar qui dit que c'est criminel de mettre la pression encore une fois sur les plus démunis. Et on parlera de femmes. Oui, on bouclera l'émission avec le quota des femmes en politique. Et surtout au Parlement. C'est ça. Le quota est respecté apparemment au niveau des mairies, mais au niveau du Parlement, non. Pourquoi? On va vous expliquer ça. Voilà, 7h08, le problème est réglé. On est en onde sur Radio Centre-Ville. Radio Centre-Ville, le 102.3 FM, dis-je bien, pardon. Et en direct également sur Facebook, 438-395-1256 pour vos commentaires. On sera sur YouTube aussi. La loi 998. Jean-Numa. 998. Oui, 998. C'est quoi au juste? C'est une loi, c'est une proposition de loi, en fait. Qui a été déposée par la députée péquiste Carole Poirier de Hochelaga-Maisonneuve. À l'époque, elle était responsable de ces questions-là au niveau du Parti québécois. Ça a été déposé en automne de l'année dernière, 2017. Et justement, c'est une loi sur l'employabilité des immigrants, de lutte contre la discrimination, vraiment avec beaucoup de belles propositions dont il y en a qui sont assez discutables aussi, comme le projet pilote de CV anonyme, des affaires comme ça. Et Intexto a décidé d'aller plus loin, de rencontrer Madame Poirier, deuxièmement, d'essayer de rencontrer les trois autres principaux partis politiques, comme le Parti libéral, Québec solidaire et la CAQ. Justement, la CAQ a refusé de nous accorder une entrevue sur le sujet, voulait pas parler de cette question-là. Il y avait, d'abord, Intexto voulait, du côté libéral, discuter avec l'actuel ministre de l'Immigration, député de Viau-Saint-Michel, David Hurtel. Il a refusé de nous accorder une entrevue là-dessus, mais il y a une autre députée libérale, Rita DeSantis, ici à Bourassa, à Montréal-Nord, qui a décidé de nous parler de ça côté libéral. Alors, écoutons ce que ça a donné.
Ce reportage est une présentation de la Idéaltel, l'unique solution pour effectuer les top-up de la NatCom. Pour devenir un agent de la Idéaltel, appelez sans frais au 1-866-918-7622 ou idealtel.com. J'ai aucun espoir. Ah ouais? Ah non, jamais. Ça se fait jamais. Écoute, ce serait un miracle. Un vrai miracle. Carole Poirier, députée péquiste de Hochelaga-Maisonneuve, parle ici de son projet de loi 998 contre la discrimination en embauche au Québec. Elle l'a déposé en novembre 2017 à la suite de plusieurs constats qu'elle a faits. En Ontario, le gouvernement dit c'est fini, on ne demande plus une première expérience canadienne. OK. C'est fini. Mais le gouvernement ici, on ne l'a pas fait au Québec. OK. Alors, moi, ça a fait partie des mesures qu'on a commencé à dire on va se faire une liste de mesures qu'on pourrait mettre en place puis qui changeraient des choses. Et cette discrimination serait basée sur la peur, selon la députée péquiste. Moi, j'ai pas peur pantoute, mais il y a des gens qui ont peur parce que pour eux, ils ont des craintes que Des craintes que ces gens-là vont quoi, voler, Je sais pas. Les attaquer? C'est de la crainte, je pense. C'est quoi l'histoire? C'est le changement, je pense. Afin de briser ces barrières, Carole Poirier propose 3 plans d'action dans le cadre de la loi 998. Sensibilisation sur la discrimination en embauche, francisation et lutte contre l'analphabétisme, et enfin un comité de suivi permanent sur l'intégration et la lutte contre la discrimination et le racisme. Le PQ propose aussi des mesures concrètes. Il faut que le Conseil du Trésor dise à sa fonction publique blanche, bien là, tu vas ouvrir les portes. Puis là, ça va faire partie aussi de ton évaluation de rendement. Mm-hmm. Alors là, il faut que tu embauches les meilleures personnes, mais tu as des obligations. On l'a fait avec les femmes il y a bien des années. Pourquoi on ne le fait pas pour la diversité? En outre, Carole Poirier appelle à un projet pilote de curriculum vitae anonyme, à l'élargissement du programme d'accès à l'égalité en emploi à tout organisme public, à la délivrance de l'équivalence d'études hors Canada en même temps que l'octroi du certificat de sélection du Québec CSQ, l'uniformisation de l'équivalence des acquis des personnes ayant étudié hors Québec et enfin de faire en sorte que les CA des sociétés d'État soient constitués d'au moins 1/6 de membres issus de la communauté culturelle québécoise. Donc c'est sûr que nous on est tout à fait d'accord avec le PQ, mais toutes ces partis traditionnels se sont très bien arrangés avec le statu quo. On réussit à très bien éviter de répondre aux vrais besoins de la société et surtout des minorités visibles qui vivent des discriminations. Donc c'est sûr que permets-moi d'accueillir leurs propositions avec un certain scepticisme, d'accord? Amir Kadir est député du Parti Québec solidaire. Malgré ses critiques par rapport au PQ, le député de Mercier dit trouver des points intéressants dans le projet de loi du Parti québécois. Par exemple, le PQ dit qu'il faudrait que 1/6 des nominations dans les postes gouvernementaux soient issues des minorités visibles. Bon, là on commence à parler. Ça fait longtemps que nous on le réclame. Il faut qu'il y ait des barèmes, il faut qu'il y ait des mesures très concrètes qui disent vous avez 5 ans. Tu t'appelles ministère des Finances, tu t'appelles ministère de la Santé, tu t'appelles ministère de ceci ou de cela, tu t'appelles l'Auto-Québec, tu t'appelles Hydro-Québec. Hydro-Québec, c'est un des plus gros employeurs, des bons salaires et des bons postes. Il faut qu'Hydro-Québec, en 5 ans, atteindre 17%. On est 17% dans la population, atteindre 17%. Après, tu as des problèmes. Après, toutes les gens du conseil d'administration perdent leur poste. Puis nous, on va en nommer de ceux qui vont le faire. Comprends-tu? Il faut qu'il y ait des mesures contraignantes. Moi, je ne vais rien faire avec son projet de loi. Ce n'est pas le projet de loi du gouvernement. Rita DeSantis est députée libérale de Bourassa. Même si elle refuse d'appuyer le projet de loi, cette avocate de profession lui trouve des points positifs quand même. Moi, là, je trouve que peut-être on devrait avoir une date. De la même façon qu'on a une date pour atteindre la parité homme-femme ou d'inclure des jeunes sur les conseils d'administration. Là, je trouve que leurs suggestions dans le projet de loi et ce que je crois se rencontrent. En 1990, Québec avait un objectif de 9% d'embauche, basé sur le recensement de 1986 des gens des communautés culturelles, ce qui a été fait 27 ans plus tard, soit en 2017. Aujourd'hui, près de 20% de la population québécoise sont des minorités visibles. Leur présence, même au sein de la fonction publique, n'est toujours pas visible. Si je vous dis que parmi les environ 150 hauts fonctionnaires qui sont dans les ministères, il n'y a que 5 ou 6 qui sont des personnes des communautés
culturelle, ça veut dire langue maternelle, ni l'anglais ni le français, ou communauté visible, 5 sur 150, c'est pas une très bonne représentation. Seulement 38 des 6 000 employés de la SAQ, Société des alcools du Québec, sont issus d'une minorité visible. Chez Hydro-Québec, c'est 312 sur 20 000. Au total, il manquerait plus de 25 000 employés issus de la diversité dans les organismes publics, selon plusieurs statistiques concordantes. La coalition Avenir Québec, la CAQ de François Legault, a refusé de nous accorder une entrevue sur le sujet. De son côté, Québec Inclusif, un groupe de pression de la société civile, met tous les partis dans le même panier. Voici Will Prosper et Émilie Nicolas. Le PQ, c'est le même parti qui va déposer quelque chose et de l'autre côté, il va déposer une autre chose qui va dire exactement son contraire. Donc, il parle des deux côtés de la bouche pour moi, personnellement. Je trouve que ça, c'est une problématique avec le PQ. C'est votre avis aussi? Tant mieux s'il y a des bonnes idées là-dedans, mais ça ne fait pas oublier le bilan global des choses. Okay. Mais à vous entendre, il me semble que pour vous, tous les partis sont dans le même panier ici. Je pense que les partis prennent beaucoup en considération des opinions qui sont beaucoup plus sectaires, qui sont beaucoup plus fermées, qui sont basées sur l'identité. Voilà, hein? On a fait le tour. Oui. Si on a des commentaires, on les fera après. Maintenant, on va parler de cette haïtienne, hein, derrière. Nathalie Pierre-Antoine qui semble avoir beaucoup travaillé à Rivière-des-Prairies pour ce qui a trait au transport, Geneva. Oui, absolument. C'est un sujet qui lui tient à cœur. Nathalie Pierre-Antoine, lors de son dernier mandat, elle siégeait au sein du conseil d'administration de la STM, la Société de transport de Montréal. Et à ce moment-là, elle militait beaucoup. Elle avait un projet de taxi collectif. Elle militait beaucoup pour vraiment améliorer le transport à Rivière-des-Prairies. Et finalement, grâce à une pétition et le soutien de la population, ce qu'elle a obtenu, c'est une nouvelle ligne d'autobus sur l'axe nord-sud, donc à peu près sur Saint-Jean-Baptiste. Ça sera la ligne 81 qui va être opérationnelle d'ici cet automne, d'ici le 27 août prochain, en fait. Écoutons Nathalie Pierre-Antoine. Donc, je suis contente de dire que grâce à la collectivité, c'est-à-dire grâce aussi à la mobilisation des organismes communautaires et des citoyens qui ont fait une pétition, et aussi les représentations qui ont été faites par les élus, donc mes collègues aussi, toute l'équipe de Chantal Rouleau, Giovanni Rapana, Richard Gay, Gilles Désiel, Suzanne Descaries, Emmanuel Guedes à cette époque-là. Donc, ce qui a fait que toute cette représentation auprès de la STM, la rencontre avec les citoyens, la mobilisation des citoyens ont fait en sorte que finalement, on va avoir une ligne nord-sud, Saint-Jean-Baptiste. On l'a eu ou on va l'avoir? On va l'avoir au mois de septembre. Ça a été annoncé par la STM qu'elle devrait commencer au mois de septembre. C'est quand même une bonne nouvelle. Hein? Oui, c'est une très bonne nouvelle et c'est elle qui était en fait politiquement derrière cette question-là. Et évidemment, Nathalie Pierre-Antoine ne veut pas s'arrêter là. Pour elle, cette nouvelle ligne ne règle pas tout en matière de transport à Rivière-des-Prairies. Même l'arrivée du train de l'Est qui a des gares, en fait, la gare d'Anjou, par exemple, c'est sur le territoire de Rivière-des-Prairies. Il y a 2 autres gares, je crois aussi, là-bas. Et elle dit que non, ça ne règle pas nécessairement le problème. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, même avec un métro. Alors moi, je pense qu'on est dû pour avoir un métro ou un tramway ou un train. Mais je comprends pas. L'arrivée... Il est important aussi d'avoir quelque chose au-delà de la bonification des autobus, mais je pense qu'on doit aussi penser à un mode accès lourd. Le train de l'Est a une gare à Rivière-des-Prairies. Oui, effectivement. Et même à Anjou, qui est à la limite, on l'appelle la gare d'Anjou, mais c'est sur le territoire de Rivière-des-Prairies. En fait, il y a 3 gares qui desservent Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, mais il n'en demeure pas moins que c'est juste un train qui a des heures limitées. C'est le matin et le soir. Il n'y en a pas la fin de semaine. Et maintenant, avec le REM, les gens auront à faire un transfert. Alors, on parle bien sûr de la ligne de Mascouche qui passe donc sur le territoire de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Mais au-delà de ça, ça ne répond pas à tous les besoins. C'est pour ça que oui, mais c'est-à-dire hors des heures de pointe, il n'y a pas d'autobus, c'est-à-dire il n'y a pas de train qui passe. Et la fin de semaine aussi, et ça répond pas à tous les besoins de transport. Et la détermination de Nathalie de Madame Pierre-Antoine va même dans la rivière.
Oui. Ben, ce qu'elle dit et ce que l'arrondissement de Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles dit, c'est qu'en attendant l'arrivée du métro, on pourrait éventuellement prendre l'explorateur. L'explorateur, c'est un bateau qui partirait de Pointe-aux-Trembles, notamment au niveau du boulevard Saint-Jean-Baptiste, pour amener les gens au travail au centre-ville. Et ça prendrait entre 20 et 30 minutes, dépendamment des conditions de navigation sur le fleuve, pour se rendre au centre-ville, pour aller travailler. À toutes les heures, il y aurait une navette entre le centre-ville de Montréal et Pointe-aux-Trembles ou vice-versa. Et ça, c'est à partir du 28 mai, c'est un projet qu'on va essayer comme ça. C'est pilote, ça. C'est pilote. Et le bateau peut amener 45 personnes à la fois aux heures, et soit au centre-ville ou à Rivière-des-Prairies. C'est un projet de la mairesse de Rivière-des-Prairies, Chantal Rouleau, dont Nathalie Pierre-Antoine nous a parlé. Oui, tout à fait. On est en train de travailler dessus, d'autant plus avec cette nouvelle ligne axe nord-sud que la STM va prendre, va mettre sur pied d'ici le début de l'automne. Donc, ce qui fait en sorte que éventuellement les gens, pourront facilement y avoir accès. Donc, déjà le quartier est desservi, mais il n'est pas si bien desservi. Alors, d'où l'importance d'avoir cet axe nord-sud, parce que les distances étaient longues et les fréquences n'étaient pas à la hauteur de ce que les citoyens souhaitaient. Donc, le transport est important dans l'Est et on continue à travailler pour l'améliorer. Et puis, on remercie bien sûr toute la mobilisation citoyenne des organismes communautaires et le soutien des élus. On voit vraiment que quand les élus et quand toute la population travaille, on est capable d'accomplir des grandes choses. Et on va continuer à travailler fort pour les gens de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Ça, c'est quand même intéressant. Oui. François. Oui, bonjour Nelson, bonjour Jemima. Ah ben bonjour. On est vendredi. Le soleil commence à pointer le bout de son nez. T'es encore au lit ou quoi? Oui, mais demain, c'est la pluie. Là. Demain, et dimanche également, ça veut dire que c'est... Il faut profiter de cette journée-là. D'accord. Tu as entendu le reportage sur la loi 998? Non. C'est quoi? Ah, tu dormais encore. Bon réveil. T'as manqué l'essentiel dans ton domaine. Ah là là. Bon. L'égalité. Non. C'est un projet de loi déposé par Carole Poirier du Parti québécois sur l'employabilité et la lutte contre la discrimination en emploi ici au Québec pour les immigrants. Évidemment, c'est un projet de loi qui a été tabletté par le gouvernement actuel et puis il y a eu la réaction de plusieurs autres partis politiques comme Québec solidaire. J'ai entendu le monsieur de Québec inclusif là. Ok, tu nous as pogné à la fin là. Ouais. Oui, j'ai entendu cette partie-là. Oui, Will Prosper et Émilie Nicolas, oui. Mais François, tu pourras. On dit une chose et son contraire. Ouais. Tu pourras écouter ça sur intexto.ca, www.intexto.ca. Exactement. Bon. Oui. Et ceux qui l'ont manqué pourront le faire aussi. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu nous apportes? Oui, vous commencez que le vendredi, on parle de services. Oui. Parce que, Vision Max Service offre tous les services de l'immigration au Canada. Souvent, les gens nous demandent si on peut aussi offrir des services pour l'immigration américaine. Sinon, parce qu'on est spécialisé en immigration canadienne. Et j'aimerais aujourd'hui parler de deux services principaux, c'est-à-dire le visa de visiteur et puis le parrainage. Alors, pour le visa de visiteur, surtout en ces temps-ci, les gens ils font beaucoup de demandes parce qu'ils aimeraient avoir leurs parents ici au Canada avec eux, parce que c'est l'été, puis on aimerait passer du temps de qualité avec ses proches, et c'est normal. Mais ce qui arrive, c'est que moi, je veux surtout dire aux gens qu'il y a une politique canadienne des visas. On ne donne pas des visas, en version en voilà. Il faudrait qu'on prépare le dossier convenablement. Et déjà, je dis aux personnes qui pensent pouvoir inviter des jeunes de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans, c'est une perte de temps parce que on ne donnera pas un visa de visiteur à un jeune. Ça veut dire que ça, c'est vraiment dans des circonstances particulières, exceptionnelles,
que ce jeune-là pourrait avoir le visa parce qu'il est un candidat idéal pour rester au Canada. Ok? On donne un visa de visiteur parce qu'on sait que la personne va retourner dans son pays. Alors, demander à un jeune, par exemple, de quitter le Canada après un séjour d'une semaine, 2 semaines, c'est très, très, très difficile. Alors, déjà, chaque jour, on a des milliers de personnes qui font des demandes dans les bureaux des visas. Et si au moins ces gens-là avaient eu des bons conseils et savaient qu'il n'y aurait aucune chance pour que les demandes soient acceptées, là, on diminuerait la pression. Parce que si vous avez, par exemple, des pays 300, 400 demandes par jour, et qu'il y a 300, 400 demandes, il y a au moins 150 qui ne devraient pas faire de demande. Alors déjà, on aurait, par exemple, 150 à faire la demande. Si on accepte 10%, 20%, au moins ça donnerait une meilleure impression. Mais quand vous avez 300, 400 personnes qui font une demande et qu'on va accepter 20, 30, parce qu'on est devenu de plus en plus pointilleux, parce qu'on veut s'organiser, parce qu'on ne peut pas laisser tout le monde venir et puis les gens ne retournent pas. Alors il y a cette politique canadienne, il y a des quotas. Alors tout ce qu'on dit aux gens, vous voulez faire une demande de visa de visiteur, passez nous voir, on va vous aider. Mais cependant, ne pensez pas que c'est parce que vous êtes Canadien, parce que vous êtes résident permanent, que la personne a droit automatiquement à un visa. Et pour qu'on puisse avoir un visa, il faut démontrer que la personne a des attachements dans le pays et qu'elle va retourner. Ça, c'est le point le plus important. Si vous êtes capable de le faire, vous n'aurez pas de visa. Et puis, ce n'est pas une question de racisme, c'est parce que le Canada a sa politique sur les visas. Pour le parrainage, et je vais être rapide, pour le parrainage, c'est que souvent les gens, ils vont faire des demandes de parrainage, mais normalement, ils ne prennent pas de temps pour analyser le dossier, pour démontrer que la relation est de bonne foi. Mais il y a plusieurs types de parrainage actuellement, là. Parrainage. C'est conjoint. Ah, conjoint. Mais il y a le programme parrainage parents, grands-parents aussi. Tu veux nous en parler? Et moi, si j'ai le temps, je peux en parler, mais j'aimerais aujourd'hui insister surtout sur parrainage. La semaine prochaine, on parlera de parrainage parents et grands-parents. Exactement. Alors, dans parrainage conjoint, il y a conjoint de fait, il y a partenaire conjugal. Alors, je veux dire aux gens, aux auditeurs, aux auditrices que on ne peut pas faire une demande pour un fiancé ou une fiancée. On ne peut pas faire une demande pour un ménage, un copain, une copine. Alors, souvent, lorsqu'on parle de partenaire conjugal, les gens pensent que c'est mon partenaire. Non. Partenaire conjugal, c'est... Ils pensent que c'est un ménagement, c'est ça? Oui. Ah, d'accord. Il n'y a pas de ça. Le partenaire conjugal, c'est une personne qui se trouve dans un pays et qui ne peut pas déclarer cette relation-là. Par exemple, si quelqu'un est homosexuel en Russie, il ne peut pas déclarer cette relation. Ah oui? Mais son partenaire est au Canada, alors on parle de partenaire conjugal. Mais ce n'est pas partenaire dans le sens qu'on l'utilise couramment. Alors, conjoint de fait, c'est 12 mois consécutifs. Je veux dire aux gens, vous ne pouvez pas être conjoint de fait dans 2 pays différents. Vous ne pouvez pas être conjoint de fait avec quelqu'un en Haïti, c'est impossible. C'est 12 mois consécutifs et dans le même pays, dans la même ville, dans la même maison. Mais ça a changé, François. Avant, c'était pas 24 mois? 12 mois. 12 mois actuellement, ok. 12 mois. Ça veut dire que si quelqu'un est en Haïti, il veut faire sa demande de conjoint de fait pour quelqu'un d'autre, il doit aller en Haïti, vivre avec la personne pendant 12 mois, et immédiatement après faire la demande. Tant qu'à faire, tu maries la personne, et puis ça finit là, François, quand même. Hein? Tant qu'à faire, tu te maries. Bon, il y en a qui ne veulent pas se marier. Ah, d'accord. Okay. C'est le choix de la personne. Alors, c'est ça pour conjoint de fait. Et c'est-à-dire que pour conjoint, on se marie. Et puis, là maintenant, les gens disent, oui, si moi j'ai mon acte de mariage, comment on peut douter de la relation? Mais tous ceux qui ont fait leur demande qui ont été refusés ont eu leur acte de mariage. L'acte de mariage est un document, mais cela ne veut absolument rien dire parce qu'il faut démontrer l'authenticité de la chose. Oui, et c'est pas seulement avec les formulaires. Des fois,
il y a certaines communautés qui pensent que si j'ai des filles de transfert, oui, on va dire que la relation elle est correcte. Non, c'est faux. Oui, Parce mais... que vous envoyez de l'argent à votre cousin. Votre cousin n'est pas votre femme, n'est pas votre mari. Vous envoyez de l'argent à votre mère. Ça veut dire, le fait d'envoyer de l'argent ne veut pas dire que c'est mon mari, c'est ma femme. Okay? Non. Ça, c'est assez important. Alors, il faudrait quoi? Il faudrait montrer des photos de toi en petite tenue avec la personne ou quoi? Non, le transfert, c'est un élément, mais il y en a qui vont avoir seulement des transferts. Ah. Si vous avez seulement des transferts et que vous pensez qu'on va dire oui, c'est une bonne relation, là, vous vous trompez. Ah, d'accord. Le transfert est un élément. Il y en a qui vont dire aussi, ah, moi, j'ai des enfants avec ma femme, alors on ne peut pas du tout de la relation. L'enfant est un élément important, mais il n'est pas déterminant. Ça veut dire que c'est pas parce que vous avez un enfant avec une femme que celle-ci est votre femme, est votre conjoint. Okay, ça pouvait être l'histoire d'une nuit, là, oui. Bon, alors, c'est ça. Alors, ça veut dire que lorsque vous dites que c'est ma femme, vous devez démontrer, en plus d'avoir des enfants, parce que l'enfant, c'est un élément important, mais cependant, il n'est pas le point le plus important, mais le point le plus déterminant, parce que il faut démontrer qu'il y a autre chose, la relation, les voyages, les sorties, et par exemple, et surtout les communications. Okay. Pendant un certain temps, les gens pensaient que si on parlait, par exemple, avec des cartes, et puis ça aurait été correct. Non, parce que les cartes ne sont pas une preuve irréfutable. Parce que quand vous dites, moi j'ai des cartes d'appel, mais tout le monde peut avoir des cartes d'appel. Vous pouvez aller devant n'importe quel magasin, vous allez trouver des cartes d'appel par terre. Ça veut dire que ça, c'est pas une preuve irréfutable. De toute façon, il y a de moins en moins de cartes aujourd'hui. Bon, mais ils utilisent aussi. Et puis, dernière chose pour terminer, j'aimerais attirer l'attention des gens également. Ouais. Parce que souvent, ils vont faire la demande, et puis peut-être que c'est après un divorce. Alors, j'ai vu un cas cette semaine, deux personnes qui sont ici au Canada et qui sont allées divorcer, mais qui ont fait le divorce en Haïti. Ah ouais? Bon, alors là, l'ambassade a dit, comment se fait-il que vous soyez ici au Canada et que votre divorce a été fait c'est très logique. Donc, vous voyez, ça veut dire que là, on pose la question parce qu'on se dit, si maintenant vous êtes au Canada, vous voulez divorcer, faites votre divorce au Canada. Donc ils se sont dit, on va se laisser là où on a commencé. Et d'ailleurs, pour faire le divorce en Haïti, l'un de ces conjoints devrait se rendre en Haïti et rencontrer le doyen pendant au moins 2 rencontres. Alors, personne ne s'est déplacé. Alors, vous voyez comment, Jean-Richard peut nous le dire, parce que Jean-Richard a fait son droit. N'est-ce pas, Jean-Richard? Oui. Bon, c'est ça. Ça veut dire que il faut se rendre, il faut voir le doyen pendant au moins 2 rencontres et après l'avocat peut continuer le travail pour continuer à vous représenter. Wow. Mais si vous ne vous déplacez pas, mais Dieu ne se déplace pas, vous ne pouvez pas avoir des divorces en Haïti. C'est logique. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Parce que le doyen doit jouer son rôle de conciliateur pour essayer de régler un peu les choses avant qu'on puisse aller dans la procédure normale. Non, là maintenant c'est l'avocat qui parle. Non, c'est pas l'avocat. Bon. Alors ça veut dire que c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses à faire dans une demande de parrainage. C'est clair. Si vous ne le faites pas, c'est mieux vous risquez vous court. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, après, vont nous dire oui, on a refusé le cas. Moi, je vous dis, si c'est vrai que votre relation, elle est authentique, si vous pensez que votre femme, votre conjoint, il doit venir ici parce que c'est votre partenaire dans l'unité, votre conjoint, c'est votre femme, à ce moment-là, il faut prendre le taureau par les cornes. Il faut effectivement venir nous voir. Nous allons vous expliquer. Et ensuite, l'entrevue. Il y a une entrevue qui se fait aussi pour les gens souvent à l'ambassade. Oui. Alors là, maintenant, il faut donner les coordonnées pour te joindre, François. Oui, le bureau, c'est 40. Et ici, c'est 438 876 9
9398. Ouais. Et également, on a le bureau en Haïti. Et ça permet aux gens aussi, aux conjoints qui sont en Haïti, de pouvoir passer au bureau et de remplir calmement leur formulaire. Ouais. Ce n'est pas au téléphone qu'on va remplir avec les gens. Alors, c'est 48 20 78 18 22 09 76 82. Et le bureau se trouve où en Haïti? Oui, l'adresse. Le bureau qui est à la rue. Ok. Merci François. Ben, merci beaucoup François. Bon week-end à tout le monde. Oui, la semaine prochaine. Oui. Merci et à bientôt. Ça c'est dit. Ça c'est dit. Même si on a notre avis, bon week-end à tout le monde. Ben oui. C'est pas une petite pluie qui va gruger dans notre bonheur, quand même. Salut François. Okay. Cherchez-vous à commencer une carrière satisfaisante? Le Fonds d'études pour les enfants Inc. vous offre cette opportunité. Une carrière avec des heures de travail flexibles et un potentiel de revenus illimité. Une carrière par laquelle vous vous impliquez dans votre communauté. Envisager une carrière en tant que représentant de courtier du Fonds d'études pour les enfants Inc. C'est possible maintenant. Le Fonds d'études pour les enfants Inc. est à la recherche de personnes entreprenantes et déterminées qui veulent s'engager dans l'industrie croissante du régime enregistré d'épargne et études. Visitez cefi.ca/carrière ou composez le 1-800-246 1203 poste 242. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te vle ça m'te parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Alors, 7h... 38? Ben oui, le temps passe. Moi. Oh là là. Vous êtes sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville, et vous êtes en direct également sur Facebook, en différé sur WhatsApp et YouTube. Vous allez pouvoir écouter cette émission. On parle d'Haïti maintenant. Justement, on va parler de contrebande, saisie de camions à Port-au-Prince. Oui, une quinzaine de camions oui, on attend une quinzaine de camions qui ont été saisis par les autorités douanières, policières, et même il y a l'implication du ministère de l'Intérieur là-dedans, dans le cadre de lutte contre la contrebande. Ouais. 15 camions bourrés de marchandises, aucun chauffeur n'a été arrêté, et les autorités se questionnent, mais à qui appartiennent ces camions-là? On va les écouter alors. Tout camion ça te gen là-dedans produit illicite qui est soyé gen là-dedans qui gen forme, gen là-dedans qui gen jeu, gen là-dedans qui gen salami et c'est des produits qui frappent d'interdiction pour ne pas passer au niveau frontière terrestre. N'a pourchassé jusque l'an dernier retranchement à quelques marigots politiques, à quelques marigots sociaux, à quelques institutions qu'ils puissent appartenir, nous-mêmes
nous disons comme ça, la loi est une pour tous, nul n'est au-dessus de la loi, n'a fait respecter la loi, n'a fait respecter les principes, tant pour Colbert dit, périssent les colonies plutôt qu'un principe. La police, la douane et une unité créée, Polyfront, le commissaire adjoint là, qui l'a travaillé sur toute frontière net, deux, on va mettre jusqu'à un sapit qui va faire travailler ça. Mais ce travail d'équipe lié, son task force lié, nous avons la justice, finance, douane, commerce, sécurité publique, Polyfront, ULCC, tout son team, chaque monde pour que ça là comme résultat. Nous connaissons, ce n'est pas un match qui est facile. Lutter contre la contrebande, il faut une stratégie, il faut un moyen, il faut un tout ça au besoin. Il faut un garçon avec femme voyant qui peut faire bataille. Voilà. Ouais. Mais il faudrait avoir le courage de les arrêter, de les identifier, dire que on n'arrive pas à identifier les chauffeurs, ou les camions à qui ça appartient. Les camions ont des papiers quand même. Oui. Bref, ramassage d'ordures maintenant. Ça devient vraiment une priorité pour les autorités municipales de Port-au-Prince. On a vu des images vraiment débordantes il y a 2-3 semaines. C'est pas nouveau. C'est très compliqué la gestion des ordures. Déchets, à Port-au-Prince particulièrement. Et Dieu seul sait combien depuis sous le règne de Martelly, il y a un certain nombre de produits comme styrofoam et des trucs en plastique, et des choses comme ça qui étaient interdits, mais ça a l'air que d'année en année, on en a encore plus. Bref, Yuri Chevry veut lancer une guerre contre les immondices. Nous allons écouter Éloge Milfort. C'est un édile convaincu qu'il a les moyens de sa politique qui a annoncé de nouvelles mesures. Nous divisons la ville là en 9 blocs. Il y a des blocs qui plus gros que l'autre. Nous avons 13 compressifs qui travaillent sur. Le mardi, le jeudi, le samedi, nous travaillons sur 7 blocs. Et le mercredi, le vendredi, le dimanche, nous travaillons sur 2 autres blocs qui fait 9. 2 autres blocs, ça c'est surtout zone Fontamara, Martissan, Bicentenaire. À partir de la publication de cet arrêté communal ce 24 mai 2018, tout sera mis en branle. Dans ce document articulé autour de 4 dispositions, la mairie de Port-au-Prince exprime sa détermination à venir à bout de l'insalubrité dans l'aire métropolitaine. Paulson Philippe est directeur de cabinet du maire principal de Port-au-Prince. L'important que nous te ciblons dans l'arrêté, qui type de déchets. Donc c'est les ordures ménagères, les déchets encombrants, c'est de vieux meubles ou bien appareils ménagers qui la caille moun, mais que moun lui-même pas capable à le disposer, mettre en dans poubelle. Ensuite, il y a des déchets commerçants, ça veut dire déchets business, artisans avec industrie, et puis bien entendu déchets qui fait dans la rue. L'arrêté municipal portant sur la collecte et le ramassage des ordures dans la capitale fait non seulement interdiction, mais est également contraignant. Du comportement des riverains au fonctionnement de certaines entreprises, particulièrement celles qui évoluent dans le domaine de la restauration, tout est passé en revue. Quel que soit mon ouïe, ou pas qu'il doit jeter fatra dans la rue, ou pas qu'il doit marcher avec fatra pour le déposer au côté, sauf que côté que la mairie indiqué. Déchets ménagers, faut mettre dans le côté et stocker la caillou et prendre le camion passer pour prendre. Grand espace business qu'on gagne, ou supposer qu'il y a une poubelle là-dedans. Ça veut dire, une dimension, la minimum, c'est 4 mètres carrés. De pour, dans la dimension, ça veut supposer qu'il y a une poubelle là-dedans pour ramasser fatra. Et la mairie de Port-au-Prince entend être ferme. Le conseil municipal dirigé par Yuri Chevry se propose d'assainir la capitale, égard aux contrevenants. Qu'il s'agisse des autorités policières ou judiciaires, elles se disent parées à veiller à l'application stricte et au respect des dispositions adoptées dans le cadre de l'arrêté. Tour à tour, le directeur de la police de l'Ouest, Berson Soljou, et le substitut commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Jacques Lafontaine. Policiers dans la direction départementale l'Ouest a recevoir instruction pour nous appuyer et exécuter. Arrêtez ça. Dans le cas ça n'a parlé là, c'est une sanction à l'amende. Donc amende c'est cob mon va le payer. Ouais, article a dit c'est cob 10 000 goudes, 50 000 goudes. Maintenant, s'il pas capable payer, la fonte en prison, même pas capable indéfiniment que mon dans la prison tout. Vers une capitale haïtienne débarrassée de ses déchets de toutes sortes, l'actuel conseil communal veut se mesurer au défi. À en croire ses responsables, les équipements et autres matériels sont là. Aucun souci en matière de ressources humaines et l'argent ne devrait pas poser problème. La mairie va se charger à la fois de la collecte et du ramassage des déchets, sans toutefois donner des explications claires concernant leur gestion.
Voilà, et vous avez écouté dans ce reportage Paulson Philippe, qui est directeur de cabinet de Yuri Chevry, le maire de la capitale Port-au-Prince, et on a parlé d'un arrêté aussi, hein, et l'arrêté, parce qu'il y a quand même des entreprises privées qui font dans le ramassage d'ordures aussi, hein, ce qui fait que les ordures, les immondices, d'année en année, depuis des années déjà, c'est très politisé le FATRA, hein, à Port-au-Prince. C'est vraiment dommage. Des fois, ces entreprises-là ramassaient des ordures dans des entreprises privées pour aller les déposer on ne sait où. Bon, là, la mairie veut réglementer ça et donne 3 mois à ces entreprises-là pour s'enregistrer auprès de la mairie, pour que la mairie puisse savoir que, bon, il y a 2, 3 ou 4 ou je ne sais pas combien d'entreprises privées qui font dans ça, et pour vraiment coordonner l'action de la mairie avec ces 18 camions, plus les entreprises privées. Ils ont 3 mois pour s'enregistrer. Écoutons Paulson Philippe. Entreprise qui spécialise dans la question de ramassage fatra, nous connaissons une problématique, il y a des gens qui ramassent fatra, qui jetent fatra, mais il y a des entreprises, c'est ça qu'ils font comme business. Ils ramassent fatra dans le business, à jeter pour business. Eh bien, la mairie prévoit des dispositions par rapport à ça, lui demander que l'entreprise qui opérer dans la commune, faut venir enregistrer dans la mairie pour la mairie connaître que va opérer question business ramasser fatra dans la commune pour capable faire. Si une entreprise qui n'a ramassé fatra comme business pas enregistré dans la mairie, à partir de publication arrêter ça ou pas capable, alors pas publication, nous bail jusqu'à 3 mois pour ça, ou pas capable opérer ramasser fatra dans la mairie sous pas enregistré. Et ceci, il a spécifié que entreprise qui est habilitée pour procéder à ramassage fatra, quel que soit un type d'entreprise commerciale, agricole et industrielle, faut yo gen des sites qui indiquent pour aller jeter fatra. Ça veut dire le ramasser fatra, ça qui est autorisé faire yo gen des sites bien précis que c'est tweeté avec l'autre site que la mairie va le désigner pour aller jeter fatra. Yo pas qu'à jeter fatra dans n'importe côté qu'on y a. Voilà, on parle de ramassage d'ordures, mais aussi de construction de Port-au-Prince. Apparemment, la mairie cherche des partenaires internationaux pour construire la ville, Jean-Numa. Ouais, et il y a un partenaire important qui s'est manifesté depuis le tremblement de terre, en fait. C'est la Chine populaire, qui propose un plan de reconstruction de Port-au-Prince et qui comprend vraiment énormément de travaux, de projets d'envergure, de reconstruction, que ce soit la canalisation, construction de centrales électriques, des choses comme ça. On parle de plus de 4 milliards de dollars pour la reconstruction de Port-au-Prince. Mais où est-ce qu'on en est avec ça? Le maire de Port-au-Prince, Yuri Chevry, est très intéressé par rapport à ça. Il faut rappeler que Yuri Chevry, c'est quand même, il a été élu sous la bannière du Parti Vérité et non PHTK. Déjà, il y a une espèce de politisation de la question avec un gouvernement PHTK et un maire de Port-au-Prince de la plateforme Vérité. Il y a une autre problématique, c'est que Haïti appuie Taïwan sur le plan international auprès de l'ONU, alors que c'est la Chine qui propose de reconstruire Port-au-Prince. Il va falloir diplomatiquement c'est délicat. On va écouter Yuri Chevry. Il y a des institutions privées chinoises qui contactent, que nous avons contact avec eux, que nous avons contact pendant longtemps, que nous continuons à avoir contact, et il y a des nouveaux entités chinoises qui continuent à parler avec nous sur dont reconstruction Port-au-Prince business. Les dons et business, c'est à partir de tremblements de terre, des compagnies chinoises qui offrent pour reconstruire des sites ou bien refaire des travaux en dans la commune Port-au-Prince avec nous pendant son système de financement qui aurait les BOT, qui veut dire Build, Operate and Transfer, ça veut dire construire, opérer et puis retransférer à l'État haïtien, plus précisément le gouvernement local, la mairie. Et nous continuons à parler dossier ça, mais on connaît dossier ça très politique dans l'international là. Nous-mêmes, nous avons un mandat, c'est Port-au-Prince. Il y a l'autre monde peut-être qui pas veut monter dans le dossier ça. Il y a des contraintes par rapport à l'autre pays que nation, pays a. Parler de Taïwan, il y a des rapports avec eux pendant plusieurs années. Mais nous-mêmes, population Port-au-Prince, Port-au-Prince, nous avons un mandat pour nous faire Port-au-Prince vivre. Le mandat dit, mais qui ça ne fait. La loi dit, mais qui ça ne fait, mais qui ça ne pas fait. Nous continuons à faire tout le travail, nous continuons à parler pour nous garder comment nous améliorer sur
pour nous bailler population service nécessaire ou bien reconstruire ville ça. Et nous avons fait des contacts tout à l'état central pour permettre que le dossier ça arrive fait parce que ça fait déjà 9 ans que ville l'a crasé. C'est ça que fait nous parler de Fadra comme ça aujourd'hui. Et je pense encore aujourd'hui à meilleur moyen c'est commencer à reconstruire ville ça pour permettre que tout service sur bail dans ville là, si financement est disponible, nous pas enfreindre la loi, je pense que c'est meilleure route à suivre, moi-même personnellement. Jusqu'à présent, nous on peut parler, il y a un travail qui a fait sur lui. Cherchez-vous à commencer une carrière satisfaisante? Le Fonds d'études pour les enfants Inc. vous offre cette opportunité. Une carrière avec des heures de travail flexibles et un potentiel de revenus illimité. Une carrière par laquelle vous vous impliquez dans votre communauté. Envisager une carrière en tant que représentant de courtier du Fonds d'études pour les enfants Inc. C'est possible maintenant. Le Fonds d'études pour les enfants Inc. est à la recherche de personnes entreprenantes et déterminées qui veulent s'engager dans l'industrie croissante du régime enregistré d'épargne et études. Visitez cefi.ca/carrière ou composez le 1-800-246 1203 poste 242. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25$. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Ouais, on n'a pas beaucoup de temps pour les commentaires. 7h52. Il nous reste quoi, hein? Malheureusement. Bon, on va y aller tout de suite pour les commentaires. D'abord, on n'aura même pas le temps de commenter la loi 998. Ouais. Bon, bref, je laisse les commentaires. On commentaires. va aller peut-être la semaine prochaine. La semaine prochaine. Et puis, en attendant, cette fin de semaine, je laisse les commentaires aux auditeurs qui vont pouvoir réécouter ce reportage, évidemment, sur YouTube, sur WhatsApp ou sur Facebook. Et parlons d'Haïti, d'abord un petit mot sur cette affaire de lutte contre la contrebande. Oui, c'est intéressant d'intercepter 15 camions avec des marchandises et procéder à leur saisie. C'est très intéressant. Mais de là à me dire que vous n'avez arrêté aucun chauffeur pour 15 camions et que vous vous demandez à qui appartiennent ces camions-là, je m'excuse, là, c'est rire au nez de la population. C'est pas sérieux, tout simplement. On dirait qu'on a beaucoup plus envie de venir au micro de la presse pour dire ce qu'on fait, au lieu de faire le travail réellement. C'est ça, c'est le minimum. C'est quoi le message? C'est quoi le message est-ce que vous envoyez? C'est quand vous n'arrivez personne. C'est même pas la police, c'est toute une équipe qui se met ensemble. Oui. C'est comme si les camions, ils tombaient du ciel et puis on les attrape là et puis on comprend pas. Les camions, ils ont une plaque d'immatriculation. Il y a des papiers. C'est facile de repérer à qui appartient ça et puis on trouve les chauffeurs. Non, là, c'est pas plus compliqué que ça. Si vous voulez pas rire du monde, là, non, venez pas raconter. Prenez pas les enfants du bon Dieu pour des canards quand même. C'est pas normal, ça. Et ça, c'est vraiment ma petite montée de lait par rapport à cette campagne contre la contrebande. Bon. J'accueille avec enthousiasme quand même cette guerre lancée contre les immondices à Port-au-Prince. Il en était temps. Les matières plastiques, Cuba n'arrêtait pas de porter plainte contre nous par rapport à les rives, les rivages. Assez souvent, quand la pluie tombe et amène tout ça
à travers Bois de Chêne et toute autre rivière et ravin rempli d'immondices et de matières plastiques. Quand ça va vers la mer, eh ben, ça va jusque sur les côtes de Cuba, là, ces affaires-là. Je pense qu'il y a un problème global de gestion d'ordures, alors qu'il y a des opportunités même dans ce domaine-là de créer des richesses. Tous les autres pays le font, mais il faut qu'on arrive à un moment où on gère tellement bien nos ordures qu'on puisse les transformer en richesse. Ça, c'est la première chose. J'aimerais vraiment féliciter la mairie pour cette initiative. Par contre, j'ai deux petites préoccupations. La première, c'est vraiment l'alternative qu'il donne à la population, dans le sens où, effectivement, il y a des gens qui sont malhonnêtes ou qui n'ont pas une éducation suffisante pour bien gérer les choses. Il y en a aussi, ils n'ont pas d'alternative. Qu'est-ce que vous faites chez vous à Port-au-Prince maintenant, quand vous avez des tonnes d'ordures à travers vos activités? Comment on gère ça? Où est-ce qu'on doit l'emmener? Comment on le fait? Ça, on ne sait pas. Donnez aussi des alternatives aux gens. Ne dites pas j'étais partout, je n'encourage pas les gens à faire ça. Mais comment ils gèrent ça? Ça, c'est la première chose, la première inquiétude que j'ai. La deuxième inquiétude que j'ai, c'est vraiment pour que l'État puisse arriver à faire respecter les normes. Dans le sens où il y a plein de normes, plein d'arrêtés, plein de choses en Haïti. Les lois existent. Voilà, c'est ça. Tout le monde s'en fout. Et l'État est tellement faible, il n'arrive pas à faire respecter. On n'a pas besoin d'un autre, je sais pas, un tome de normes. C'est là, mais il faut qu'on arrive vraiment à les faire respecter et donner les alternatives. Ça existe. Et si c'est pas une loi, parfois c'est un arrêté ou un règlement municipal quelconque. Bref, il ne reste pas beaucoup de temps. J'aimerais glisser un mot sur le projet de reconstruction de Port-au-Prince et l'incident diplomatique que ça risque de provoquer. Déjà, sur le plan local en Haïti, il y a le fait que Yuri Chevry, il fait partie de la plateforme Vérité et c'est un gouvernement de PHTK, donc les violons ne s'accordent pas toujours de ce côté-là, même pour le carnaval, déjà. Bon. Maintenant, il y a Haïti, sur le plan diplomatique, qui appuie Taïwan, et c'est des entreprises chinoises, la Chine populaire, qui voudraient reconstruire Port-au-Prince. Et à à lire entre les lignes des déclarations du Yuri Chevry, ça a l'air que Port-au-Prince n'a pas trop l'air... Quand je parle de Port-au-Prince, le palais national ne serait pas trop intéressé. Écoutez, là-dessus, il va falloir qu'on prenne une décision en diplomatique difficile, parce que là, c'est pas une question d'amis dans le sens diplomatique, c'est les intérêts. Et il faut qu'Haïti arrive à comprendre c'est les intérêts au niveau de la diplomatie. Oui, on a des amis, mais qu'est-ce qu'on peut bénéficier de cette amitié? Il faut qu'on y pense. En tout cas, 7h57, merci. On est vendredi, Dieu merci. Le soleil pointe le bout de son nez, mais demain, ça sera la pluie. Dimanche aussi. Bon, bref, c'est pas grave. On va la semaine prochaine. Au revoir. Bonne journée, tout le monde.